Mesdames et Messieurs les ministres des pays de l'AES, Mesdames et Messieurs les experts, nos étrangers venus de l'AES, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, je voudrais vous remercier tout particulièrement d'avoir sacrifié votre samedi, qui je sais devait être un samedi de repos. Personne n'a eu une semaine extrêmement chargée. Et vous avez pris sur vous le temps de vous réveiller à 8h30 et être là. Je voudrais vous remercier pour cette marque de solidarité vis-à-vis de notre collègue de l'économie des finances et vis-à-vis des pays de l'AES. Mesdames et Messieurs, que ceux qui vous n'auraient pas appelé comprennent que c'est juste peut-être un oubli. N'est-ce pas parce que je n'ai pas voulu. En tout cas, je m'associe à tout ce que le ministre de l'économie et des finances a dit en termes de forme protocolaire. Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de la première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. À ce titre, je voudrais, à l'entame de mon propos, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre la cordiale bienvenue et les chaleureuses félicitations de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, à nos frères et sœurs venus du Burkina Faso et de la République du Niger. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue chez vous en terre africaine du Mali, car nos trois pays sont intimement liés par nos frontières communes, ainsi que par les liens séculaires qu'ont tissés nos populations qui ont toujours vécu en parfaite harmonie. Nous sommes des amis et frères. Les amis, vous savez, on les choisit, donc nous avons choisi d'être des amis. Frères, nous l'avions toujours été, quand nous sommes choisis par ses frères. La géographie a fait que nous sommes liés, nous sommes des frères et amis. Aussi, j'adresse mes sincères félicitations aux délégations de haut niveau venues du Burkina Faso et de la République du Niger, pays frères que j'ai, ainsi qu'à toutes les personnalités ici présentes, dont la participation prouve à suffisance les intérêts pour les questions d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer et d'encourager particulièrement l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour leur bravoure et leur engagement au combat sur le terrain. Les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles engagées ces dernières semaines et ces derniers jours ont fait renaître un espoir de fierté, d'espoir au peuple de l'AES. Ces victoires préparent la grande victoire stratégique qui conduira, grâce à Dieu, grâce à nos peuples, grâce à nos dirigeants et grâce à nos forces armées de sécurité, depuis les ministres de la Défense en passant par la hiérarchie militaire et les hommes sur le terrain qui se sacrifient tous les jours, nous allons écrire les grandes pages de l'histoire de l'Afrique. Vous savez, les grandes choses dans l'histoire ont été toujours écrites par des hommes et des femmes qui n'ont ni peur ni froid aux yeux pour accomplir leur mission historique. Et c'est ce que nos armées sont en train de faire aujourd'hui. Il appartient aux politiques de prendre le relais et de sortir des débats caducs de notre âge
spéculatifs dont le seul objectif c'est d'embrouiller nos populations et les asservir intellectuellement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous depuis plus d'une décennie, les États du Sahel sont confrontés à de multiples défis sécuritaires, plus singulièrement l'expansion du terrorisme, du banditisme, du trafic de drogue et de personnes et du pillage des ressources naturelles. Les différentes thérapies administrées n'ont pas résisté aux épreuves du temps et ont même entraîné la dégradation de la situation sécuritaire et politique dans les États du Sahel. En effet, la création du G5 Sahel en 2014 par les 5 pays bandes de la bande sahélo-saharienne, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, avait pour objectif de lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la protection des personnes et des biens. Mais parallèlement à cela, nous avons eu ici Barkhane, nous avons eu ECAP Sahel, EUTM et que sais-je encore, et autres Takuba. Malheureusement, les ingérences des puissances étrangères et la démagogie de certains partenaires ont contribué à détruire l'espoir que nos peuples avaient placé dans ces institutions, dans cette institution et les autres. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler que le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger sont membres fondateurs d'organisations sous-régionales dont l'une des vocations est la solidarité et l'entraide. Cependant, au lieu de bénéficier de l'accompagnement de ces organismes pour faire face aux défis sécuritaires, nous n'avons eu droit qu'à des décisions de nature à nous affaiblir davantage, nous entretenir dans le flou, nous tuer, nous enterrer, je veux dire nos soldats, pour qu'à long terme, nos peuples désabusés viennent leur confier notre sécurité. Autrement dit, nous donner l'impression de nous aider en attendant le réveil brutal de la désintégration de nos États. En effet, les récentes sanctions économiques et financières illégales, illégitimes et inhumaines prises par des organisations sous-régionales à l'encontre du Mali et du Niger en disent long sur la volonté de briser le processus de refondation en cours dans nos pays et sont contraires aux aspirations profondes de nos peuples à aller vers l'unité et l'intégration sous-régionale et régionale, à avoir des politiques de développement autonomes qui permettent de faire face à l'ingérence extérieure. Mesdames et messieurs, vous savez qu'en Afrique, d'une façon générale, j'allais dire en particulier concernant nos 3 pays, l'origine profonde des transitions, c'est l'insécurité. Ailleurs, c'est le tripatouillage des constitutions des présidents, par les présidents dits démocratiquement élus. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est l'insécurité qui est à la base des transitions. Sinon, dans chacun de ces pays, il y avait un président dit démocratiquement élu, des institutions qui fonctionnent apparemment, l'appareil sauvegardé, la télévision, les salles de conférence dans la capitale sont sauves et montrent la joie dans le pays,
pendant que les militaires tombent par milliers et enterrés dans des fosses communes. Au Mali, la corruption, inoculée dans toutes les sphères de l'État, a aussi atteint l'outil de défense, désarticuler notre armée, les détournements, de l'argent destiné à la formation, à l'équipement, à l'aguerrissement des militaires étaient détournés par des personnes qualifiées ailleurs de grands leaders politiques. Au Burkina, c'est les tueries en masse. Sinon, il y avait aussi des institutions légales qui étaient en ville, mais les populations mouraient par milliers. Certains sont allés même à qualifier cette ingénieuse idée du Burkina Faso de créer des forces militaires issues de la société civile, appelés sous d'autres cieux des partisans pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui combattaient pour la liberté de leur pays. Au Burkina, on les appelait les volontaires du progrès, les VDP. De dévaloriser, on a trouvé des noms. On a donné des micros à des Africains qui les appelaient des milices pour démontrer qu'ils ne travaillaient pas. Sachant très bien que tous ces hommes sont encadrés par l'armée burkinabé, n'entrent en action que sur instruction des forces de défense et de sécurité. Au Niger, c'est le même scénario, je reviendrai là-dessus. On les tue par milliers, mais tout était organisé. On envoie des missions qui font le tour des pays. Lorsque j'ai observé ici la télévision, parce que les affaires entre les militaires, le ministre de la Défense du Niger, mon très estimé Salif Moudi, il était en ce temps, je crois, chef d'état-major. Quand il est retourné, et j'ai vu quelques jours après le président démocratiquement élu recevoir plus d'une dizaine de hauts gradés dans notre pays, seul, sans aucun militaire de la République du Niger. Depuis ce jour, j'ai dit à mes voisins, la vocation malienne finira par donner des idées à nos frères nigériens. Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement des amis, c'est des frères. Donc, quand j'ai vu un président démocratiquement élu recevoir une dizaine de militaires d'un pays étranger, il n'y a aucun militaire de son pays. J'ai dit attention. Donc vous comprenez très bien que la mort de nos militaires, par milliers, la destruction des villages, des villageois. Donc l'insécurité est la principale cause des transitions dans nos pays. Au Mali, on nous a bousculés. Allons-y aux élections. Imaginez si on avait fait les élections en 2022. Il y aurait un autre coup d'État aujourd'hui. Suivant que le président fait leur affaire, ils diront que c'est une junte illégitime ou qu'ils sont en train de suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe là-bas. Au Niger, le régime est renversé. On fait une réunion de crise, un comité de défense nationale à Paris. Dans un autre pays, le régime est renversé et on entend qu'ils suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a pas de réunion de comité de défense. Ça doit nous donner à réfléchir. Mesdames et messieurs, le communiqué conjoint du Mali et du Burkina, le 31 juillet 2023, a dissuadé plus d'un aventurier concernant le Niger. Le destin de la transition en réalité au Niger, il s'est joué en 2 dates. Le 26 juillet 2023 et le 31 juillet, lorsque leurs frères du Mali et du Burkina ont dit à la face du monde qu'ils ne laisseront jamais
leurs frères dans les mains des aventuriers et que ceux qui s'attaqueront au Niger les trouveront sur leur chemin. Cette déclaration commune a été une déclaration fondatrice de le retour de la sécurité et du dessein de la transition nigérienne. Au Burkina Faso, le 30 septembre 2022, avec l'arrivée de son Excellence Ibrahim Traoré, chef de l'État de la transition du Burkina Faso. Ce jour-là, les rues de Bamako ont vibré comme celles de Ouagadougou. Le dessein du Burkina venait de basculer. L'autre grande date qui a fixé dans du marbre le dessein du Burkina Faso, c'est le 26 septembre 2023, lorsqu'encore, sous le coup de boutoir de certains aventuriers, on a voulu déstabiliser le pouvoir légitime du Burkina. Ces deux dates, me semble-t-il, ont fixé la destinée de ce pays. Au Mali, mesdames et messieurs, nous sommes en quelque sorte le grand frère, mais chez nous aussi, il y a des dates historiques qui ont fixé le destin de la transition. Le premier, bien entendu, c'est le 18 août, conséquence du large mouvement populaire piloté par le M5 RFP pendant des mois. Mais surtout, le dessin de la transition a été joué le 24 mai 2021, le jour que nous avons appelé le jour de la rectification de la trajectoire de la transition. Mesdames et messieurs, lorsque nous avons pris cette décision, qu'est-ce que nous avions en face? Une communauté internationale destinée en quelque sorte à nous briser les reins. Une classe politique qui n'avait pas le sens de l'histoire, mais qui voyait juste ce qu'on lui chantait tous les jours. Élection, élection, gouvernement démocratiquement élu. J'ai dit à certains, attention, ces pays qui vous parlent, aussi longtemps que vous montez dans leur histoire à des tournants décisifs, historiques, politiques, c'est des militaires qui sont venus les secourir. Les deux hommes les plus célèbres dans l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle, c'est des militaires. Churchill était militaire. George Washington, Eisenhower, c'est des militaires. Staline, c'est militarisé. Mao, c'est militarisé. Donc, qu'on arrête de nous tympaniser avec cette histoire de dire un militaire ne doit pas être au pouvoir. Personne ne n'avait pas dit. Qui a élu De Gaulle en 1945? Il avait la légitimité historique et politique. Et c'est ce que nos leaders avaient aujourd'hui. Mais nous, on nous dit, non, démocratiquement élu. Les élections, chaque chose en son temps. Quelqu'un qui a faim, qui meurt, on ne peut pas lui parler de vote. Il faut le faire vivre, le nourrir, l'éduquer. En ce moment, il vote en sachant qu'est-ce qu'il fait. Donc, pour nous briser les reins, entre guillemets, la communauté internationale s'est entendue avec la CEDEAO le 9 janvier pour décider un embargo contre nous. À la suite de cela, le peuple malien, à l'appel du gouvernement du président de la transition, a inscrit une autre lettre d'or le 14 janvier 2022. En réalité, c'est ce jour que s'est joué le destin de la transition. Si ce jour, les Maliens n'étaient pas sortis, tout le monde allait tirer les conclusions. Mais ils sont sortis si nombreux qu'ils ne l'ont jamais été dans leur histoire. Il y a des ambassades discrètement ont écrit à leur pays pour dire de faire attention.
Ces messieurs-là ne sont pas aussi impopulaires que vous le pensez. Bien sûr, c'est des télégrammes diplomatiques, on ne les voit pas. Il n'y avait que ceux qui n'avaient pas le sens de l'histoire, qui continuaient avec l'appui de certains individus au Mali, comme je dis, qui n'avaient pas le sens de l'histoire et des intérêts supérieurs de notre peuple. Ceux qui continuaient à nous menacer, à imaginer toutes sortes d'artifices pour déplacer le cursus des intérêts du Mali. Mais ce jour-là, le peuple a dit non. Et le président de la transition, par décret pris en Conseil des ministres, a édicté que ce jour sera le jour de la souveraineté retrouvée, le 14 janvier. C'est ce jour que c'est écrit le destin de la transition. Les sanctions, mesdames et messieurs de la CEDEAO, quand vous les regardez, elles ressemblent en quelque sorte à ce que font souvent les terroristes. Quand ils viennent dans une localité, qu'est-ce qu'ils font? On fait un embargo, pas de nourriture, pas de médicaments, et on tue les populations. Mais l'embargo contre le Niger, c'est quoi? Pas de nourriture, pas de médicaments, mourir. Pour avoir quoi? Une révolte contre le pouvoir établi. C'est les mêmes méthodes. Chez nous, on a un coin ici dans le secteur de l'Union. Ils encerclent les lieux, ils informent la population, ils les amènent à se révolter contre l'autorité établie. C'est exactement ce que la CEDEAO fait. Mais ce qui est à rappeler aux citoyens de l'AES, c'est que nulle part, notre ministre des Affaires étrangères l'a rappelé plusieurs fois, nulle part dans les textes de la CEDEAO, les sanctions ne sont inscrites. Donc c'est le fait du prince. J'ai le pouvoir, je fais ce que je veux. Mais faites ça chez vous, mais pas dans un autre pays. Ensuite, le Mali a dit dès le début de la transition, et nous allons continuer à le rappeler, l'ONU a adopté depuis dans les années 80 la Convention sur les pays sans littoral. Il est interdit de faire un embargo contre ces pays. Le Mali l'a ratifié en 1987. Donc on viole les lois prétendument pour installer un régime démocratique. Heureusement qu'arrivé à l'ONU, ce texte a été jeté dans les poubelles. Et il ne reste que la CEDEAO et quelques-uns pour continuer à chanter une chanson qui n'était entendue par personne, sauf celui qui l'annonce. La Banque centrale, la même chose. Dans ses écritures, il est interdit d'agir sur les finances d'un autre pays. Mais ces messieurs, à cause du fait du prince, informent les populations, les encerclent comme les terroristes, coupent la monnaie et finalement, ils violent la loi. Le Mali a attaqué cette loi devant la commission de l'UEMOA, cette décision. La commission de justice, la cour de justice, disons, de l'UEMOA, a donné raison au Mali. Mais ces messieurs qui disent qu'ils veulent construire un état de droit ont refusé d'appliquer les textes édictés par la haute juridiction. Et cela ne leur a pas suffi. Ils ont continué toujours à mettre la pression quand le destin de nos trois pays s'est joué le 31 juillet 2023 avec la déclaration commune du Mali et du Burkina en soutien au Niger. Et le 16 septembre 2023, avec la signature de l'AES, nos trois pays, nos trois peuples, nos trois dirigeants, nos trois gouvernements viennent d'écrire en lettres d'or une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique. Dès les indépendances, on ne parle que d'unité africaine. Cette fois-ci, ce n'est pas qu'on a parlé, mais on l'a fait. D'habitude, on dit, mais on ne fait pas. Mais cette fois-ci, on a non seulement dit, mais on l'a fait. Je fais une petite parenthèse. J'ai regardé avec beaucoup d'attention et d'intérêt
Comment le président du Niger, le 13, je ne fais pas de commentaires, mais je constate seulement que dès le 25, la Côte d'Ivoire a dit qu'il peut rentrer. Quelqu'un qui était en exil depuis près de 5 ans. Dès que le Burkina a reçu le 24, le 25, sur toutes les radios, on dit, oui, le monsieur il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on a attendu tout ce temps? Moi, je me suis posé des questions. L'histoire nous donnera les réponses. Chaque fois qu'il y a une volonté de réunir les Africains, c'est toujours une bonne chose. Mesdames et messieurs, je voudrais dire au ministre des Finances de l'AES, à vos experts, à nos 3 présidents, à nos gouvernements, que vous êtes en train d'écrire l'histoire. Dans plusieurs années, peut-être dans 100 ans, dans 200, dans 300 ans, la même façon dont on est en train de nous vanter des anciens empereurs, des grands hommes qui ont marqué l'histoire, les peuples africains, l'histoire africaine vous sera reconnaissante. Parce que je suis sûr que cette alliance, elle fera des vocations. Elle va marcher. Quand elle va marcher, d'autres Africains vont se réunir ou vont s'ajouter. Parce que c'est ce que veulent les peuples en réalité. Depuis des années. Depuis des années, la mission de l'AES aujourd'hui est une mission historique. Et je dois rappeler que nous ne devons pas rater le virage. Vous savez que aux indépendances, les peuples ont chanté, ont dansé. Mais j'ai trouvé que derrière les rideaux, on complotait. Et je vais vous dire, c'est que le premier ministre de l'État français, au moment de la décolonisation, certains ministres maliens l'ont déjà entendu. Mais je le répète à l'attention de tout le monde. Il s'appelait Pierre Mesmer. Il était aussi gouverneur colonial. De Gaulle l'a appelé pour être le premier ministre pour conduire la décolonisation. Quand c'est fini, il a écrit ses mémoires. Il dit ceci. En 1960, nous avons donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance après avoir éliminé politiquement et physiquement et militairement ceux qui l'exigeaient avec intransigeance. Ça vous donne à réfléchir. Donc beaucoup de présidents avaient accepté leurs conditions. Ceux qui n'ont pas accepté, ils les ont éliminés. Politiquement, ils ont fait perdre leur parti. Et là où ça n'a pas marché, ils ont engagé la guerre. Ils ont tué des milliers de personnes, brûlé des villages au lance-flammes, tué des hommes, des femmes, empoisonné certains, rasé des villages entiers au Cameroun, à l'Algérie, pour avoir gain de cause. Les Algériens ont plié, ils n'ont jamais rompu. Au Cameroun, ils ont éliminé tout ce qui pouvait leur faire obstacle. Mais ce qu'ils ont oublié, comme un ancien président du Mali me l'a dit, quelques jours avant sa chute, que tous ceux qui ont été le lait malien, je dis par extension le lait africain, tous ceux qui ont le sang malien, par extension le sang africain qui coule dans ses veines, il veut le bonheur des Africains. Même si vous croyez que c'est votre allié, généralement, souvent le nationalisme se réveille en eux. Et là aussi, c'est à peu près la même situation. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 discours. Il y a le discours officiel tenu par les politiques. Il y a l'action militaire, totalement différente. Or, nous, on est braqués sur ce qu'ils disent. Mais ce qu'ils font, c'est autre chose. Vous savez, au lendemain de la colonie, du partage de l'Afrique,
à la conférence de Berlin en 1885, ils n'ont pas dit qu'ils viennent coloniser. Ils ont dit, nous partons en Afrique parce qu'il y a 2 grands fleuves, on va régulariser la navigation sur ces fleuves, le Congo et le Niger. Ils ont dit, on va exporter la civilisation, la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre, la civilisation, le commerce et le christianisme. Nulle part il n'était question, si vous lisez toutes les conclusions de la conférence de Berlin, nulle part il n'était question d'aller s'imposer à l'Afrique. Ça c'est le discours officiel. Mais en dessous, leurs militaires sont venus, ils ont tué des gens, ils ont colonisé notre pays. Ils ont mis 38 ans pour soumettre le Mali. Du 22 septembre 1878 au 9 juin 1916, quand ils ont détruit la confédération Touareg d'André-Mboukan. Vous voyez? Après, on est allé aux indépendances. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Tout le monde dansait, indépendance est venue dans les stades. Voilà la réalité. Donc, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils font, là où les peuples n'ont pas voulu danser comme ils veulent, ils les ont tués. Les indépendants, après, nous amenés sous le couvert de la démocratie pour installer des régimes corrompus, désorganiser les systèmes de défense, désorganiser les systèmes éducatifs, pour avoir, au bout de 30 ans, des pays dirigés par des corrompus et qui ne sont pas très instruits. Après, on nous amène le terrorisme. Pendant qu'on nous amène Barkhane, ECAP, EITEM, Takuba, que sais-je encore, les discours sont faits pour endormir notre population. Mais en dessous, leurs militaires font autre chose. La force G5 Sahel a fixé son budget. On va collecter l'argent dans les pays arabes et on repeint pour nous donner des vieux équipements. Les militaires qui osent protester, on voit le président démocratiquement élu, avec les institutions démocratiques, on le renvoie de l'armée, on lui casse les reins, ou on le réduit au silence. C'est ça. Finalement, les gens ont dit non. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La lutte contre le terrorisme. Ça, c'est ce qui est affiché. Mais en dessous, ils aident les terroristes. Ce sont eux qui les équipent et les arment. Notre ministre des Affaires étrangères a voulu donner les preuves à l'ONU des pays qui ont vocation à maintenir la sécurité internationale et la paix dans le monde. Si un d'entre eux se trouve partisan des terroristes et des vendeurs de drogue, un pays africain veut le prouver. On lui dit non. Il faut donner tes preuves dans la presse. Mais nous ne sommes pas là pour faire des communications, des conférences de presse seulement. Nous sommes là pour donner les preuves. Si jamais on avait laissé notre ministre des Affaires étrangères exposer ses preuves, toute l'Afrique allait se révolter le même jour. Mais les militaires ont dit aux politiciens, là, attention, hein, c'est vous qui nous avez mis en mission, donc débrouillez-vous pour que ça ne sorte pas. Donc ce n'est pas sorti. On a continué. Lutte contre le terrorisme. Je vous assure qu'au Mali, au Burkina, au Niger, si les militaires au pouvoir avaient décidé de continuer comme par le passé, ils allaient faire le temps qu'ils veulent au pouvoir. Personne ne dira rien. Derrière des exemples. Pourquoi il y a cette histoire de deux poids, deux mesures? Dans un pays, on fait conférence de défense à Paris. Dans un autre pays, Paris suit avec attention ce qui se passe dans ce pays. Mais ça, c'est quoi ça? Mais nous, on est capable de lire tout ce qui se fait dans nos pays. Et vous aurez écouté il y a quelques semaines un rapport du gouvernement français, des autorités françaises, pour déterminer une nouvelle coopération avec l'Afrique. C'est tellement bien quand tu les écoutes, les défauts. Mais ça, c'est la même chose, c'est le discours. Est-ce que vous savez qu'en dessous, ils sont en train de chercher à déstabiliser nos pays? Tout le monde a vu dans les antennes récemment un officier
des services de contre-espionnage français qui dit que c'est bien maintenant qu'ils ont quitté le Niger, ils peuvent faire des actions de déstabilisation clandestine. C'est lui qui le dit. Mais il y a plus grave. Hier, vendredi le 24, l'ancien ambassadeur de France ici, qu'on appelle Nicolas Lormand, qui passe tout le temps dans les réseaux au Mali à parler, ils ont organisé une réunion à l'Assemblée nationale française. Vous savez ce qu'ils disent aux gens? Que ce qu'il y a au Mali, au Burkina et au Niger, ça ne va pas durer, parce qu'ils sont en train de travailler. Ils vont les déstabiliser. Ils vont les pousser à s'entretuer. Ça, c'est hier seulement vendredi. Et vous savez qu'ils ont fait? Ils ont réuni ce qu'ils appellent la communauté étrangère pour écouter des officiels français. Mais ils ont sélectionné les gens qui sont réceptifs à leur message. C'est les mêmes, on voit beaucoup dans les réseaux, qui disent qu'ils soutiennent la transition. Ils ont été là-bas. Et voici ce qu'ils leur ont dit. Nous allons les déstabiliser, nous attendons. D'ailleurs, on a des gens qui travaillent déjà sur le terrain. Ça, c'est hier vendredi. Est-ce que ça, c'est pas différent du discours élogieux que les sénateurs nous ont lu? Bon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je vous dis tout ça, mesdames et messieurs, parce que la refondation de nos relations avec la France devient une ardente nécessité historique. Aussi longtemps qu'ils vont penser qu'ils vont déstabiliser et tuer les personnes, vassaliser les États, des Africains vont se révolter. La refondation est irréversible. C'est un processus que personne ne peut arrêter. Aucun Malien d'ailleurs, aucun Nigérien, aucun Burkinabé ne s'en est pris aux intérêts français. Les pays qui disent que ce sont des pays amis, mais là-bas on brûle les stations, on brûle tout ce qui appartient à la France. Mais ici, aucun. Parce que nous sommes des peuples pacifiques. Nous voulons la paix avec tout le monde. Même ces Maliens qu'ils ont invités. Pourquoi officiellement ces Maliens soutiennent tous la transition? C'est la volonté du peuple malien. Donc, mesdames et messieurs, j'ai fait ce long développement pour conscientiser les uns et les autres. Nous avons une population aujourd'hui de près de 80 millions avec notre diaspora. Une population de 80 millions, c'est une force de frappe. Les grandes puissances européennes, elles ont entre 50 et 80 millions. Nous avons une superficie de près de 2 800 000 km², avec des richesses immenses. Il faut une bonne gouvernance. Il faut une conscientisation, qu'aucune partie de nos populations ne se sente exclue de ce processus. Du nord, du sud, du centre. Il convient de rappeler, mesdames et messieurs, que c'est pour toutes ces raisons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé d'unir leurs efforts afin de faire face à l'ensemble des défis auxquels ils font face, principalement les défis sécuritaires. Convaincus que seule une action commune est à mesure de relever les innombrables défis et convoitises auxquels ils font face, nos pays sous le leadership patriotique et éclairé de nos présidents ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique de la coopération stratégique à travers la création de l'Alliance des États du Sahel, comme je l'ai rappelé déjà le 16 septembre 2023, et la signature de la charte du Liptako-Gourou. La création de l'AES est donc guidée par l'esprit de fraternité, de solidarité agissante et d'amitié, le plein exercice de notre souveraineté nationale et internationale, la défense de l'unité et de l'intégrité de nos territoires respectifs et la lutte contre les menaces multiformes. C'est donc la première fois en Afrique qu'il y a un mécanisme de défense collective de ce genre. Lorsqu'on attaque un pays, tous les autres se sentent concernés. En outre, toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres pays
et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle et collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace ouvert à l'Afrique. Mesdames et messieurs, je venais de parler de notre force que nous ne devons pas estimer. Près de 80 millions de citoyens, près de 2 800 000 km². C'est une force que nous devons mettre en valeur. Tout ce que nos populations demandent, c'est que ces richesses, ces forces soient mises au service du peuple et que notre peuple puisse s'épanouir pour toujours comme tous les autres. Conscient des enjeux stratégiques inhérents à leur réalité et caractéristiques socio-économiques communes et en partie liés à leur enclavement, les pays de l'Alliance envisagent une synergie d'action pour une meilleure transformation de leur économie. Au regard des positions de la Charte des Alliances relative à la mise en place d'organes nécessaires à son fonctionnement et couvrant des domaines tels que l'économie, la culture, la politique et les affaires sociales, nos trois pays ont décidé d'accélérer la cadence du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance à travers la présente rencontre ministérielle qui a pour objectif d'échanger et de créer une synergie d'action entre les pays membres de l'Alliance en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions économiques, financières prioritaires et structurantes au profit des populations de l'AES. Mesdames et messieurs, vous avez vu hier, jeudi, avant-hier, disons, le jeudi 23, nous avons vu une sorte de chassé-croisé à Bamako. Le président de la transition du Niger reçu par son homologue, avec des discussions riches et intenses. Le Premier ministre du Burkina Faso en séjour au Mali, la tenue du Conseil de la réunion des ministres conjointes, où nous avons parlé des grandes questions. À cette occasion, le chef de l'État du Niger a fait une déclaration, me semble-t-il, que l'histoire doit retenir. C'est une formule lapidaire, mais qui en dit tout. Il dit que l'objectif, c'est faire de nos pays une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Ça, c'est donc une citation du général Abdourahmane Tchani, président de la transition du Niger, qui en dit long sur notre objectif profond. Faire du Sahel, de nos pays, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Les résultats de vos assises donc seront déterminants dans l'approfondissement du processus d'intégration économique au sein de l'Alliance. J'ai pu vous assurer que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, en tant que dépositaire, la République du Mali, donc en tant que dépositaire, est engagée résolument à créer toutes les conditions pour l'opérationnalisation de ces organes et mécanismes, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Je ne saurais terminer mon propos, mesdames et messieurs, sans féliciter de façon particulière le ministre de l'Économie et des Finances et ses collaborateurs pour avoir initié cette rencontre inédite qui met à l'honneur l'engagement du Mali à l'atteinte des objectifs. Mesdames et messieurs, vous savez que la constitution du Mali, depuis l'indépendance, quels que soient les régimes politiques, inscrit en lettres d'or que nous sommes prêts à abandonner tout ou partie de notre souveraineté au nom de l'unité africaine. Monsieur le ministre, cette citation est reproduite dans la nouvelle constitution dont le président a signé l'acte de naissance
pour ainsi dire, pour que les citoyens ordinaires comprennent. Le président a promulgué le 22 juillet 2020. Vous êtes en train de donner corps à ce vœu du peuple malien. Vous savez, notre ministre des Finances, lorsque nous avons pu tenir l'embargo, il y a un grand banquier qui m'a dit, mais votre ministre des Finances là, comment vous avez fait? Que lui veut le voir discuter avec lui. J'ai vu le ministre des Finances, j'ai dit, mais quand vous le voyez, prenez seulement la photo, ne dites pas comment on a fait. Parce que tout le monde entier a pensé que la terre nous est tombée dessus. Après, je l'ai reçu avec le directeur général de la douane, tous les services de l'assiette, les impôts, les domaines, je les ai appelés les soldats de l'économie. Pendant que les militaires tombent sur le terrain, et je suis souvent, ils tombent sur les balles des bandits. Ils tombent sur les balles des narcotrafiquants. Ils veillent, ils ne dorment pas. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est eux qui nous ont permis de tenir. Je voudrais ici leur rendre un hommage mérité. Tout en vous souhaitant, mesdames et messieurs, plein succès à vos travaux, je déclare ouvert la première conférence ministérielle de l'Alliance des États du Sahel. Conférence historique s'il en est. Je vous remercie de votre aimable attention. On vient de m'informer que notre ami vient d'être visité par les médecins et que tout ça... Parce qu'on a besoin que nos peuples soient convaincus de la justesse de ce que nous faisons. Quand nos armées cognent au front là, il faut que nous aussi, les adversaires, nous les poursuivent partout où ils sont. Parce que, comme le dit notre président, on a atteint le point de non-retour. On ne retournera pas. Celui qui veut travailler avec nous, il faut être un ami du Mali. On ne veut plus être un vassal de quelqu'un. Vous venez, on discute, on vous donne ce que vous voulez. Mais si on a des minerais, qu'est-ce que ça vous coûte de venir discuter avec nous? Vous le faites au Moyen-Orient, pourquoi chez nous, vous ne le faites pas? Vous venez chaque fois, vous nous mettez un sac sur la tête, et puis on est dans l'obscurité même le jour. Ça, c'est fini. Au Niger, la tonne de l'uranium, ça fait près de 130 000 et quelques. On donne seulement 30 000 au Niger, et chaque fois qu'un président dit il faut ajouter un peu aux 30 000 là, on profite soit de la sécheresse, soit de la politique qu'on le renverse. Et celui qui vient là, on dit il ne faut pas parler d'augmenter le prix de l'uranium, sinon on va te faire partir. Mais ça suffit. On n'en veut plus. Merci bien.